Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento tan especial. Y para el Instituto Francés y la Embajada de Francia es un verdadero placer de poder participar con la Asociación Andaluza de Psicoterapia Psicoanalítica que nos han permitido de recibir a Marie-France Irigoyen. Yo no voy a presentarla porque yo creo que todos la conocen y van a aprovechar este momento para poder escucharla, por supuesto, y también compartir un momento con ella. Así que muchísimas gracias a usted otra vez y les dejo la palabra a Diana. Bueno, buenos días a todos. Y la Comisión Directiva de la Asociación Andaluza de Psicoterapia Psicoanalítica os agradece vuestra presencia porque es el mejor recibimiento que podemos hacerle a la doctora Marie-France Irigoyen, vuestro interés por escucharla. Quiero agradecer a los socios de la Asociación Andaluza de Psicoterapia Psicoanalítica, al Consulado Francés de Sevilla, al Sindicato Provincial de Servicio a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Sevilla, a la Unión Provincial de Comisiones Obreras de Sevilla y a la Fundación Caja Sol de Sevilla, puesto que entre todos han colaborado para que este evento haya sido posible. A todos ellos, nuestro mayor agradecimiento. La doctora Irigoyen es psiquiatra, psicoanalista y psicoterapeuta familiar. Se formó en Estados Unidos en victimología, rama de la criminología que analiza las secuelas psíquicas en las personas que han sufrido atentados o agresiones diversas. Es una de las grandes especialistas en desenmascarar las actitudes perversas que conducen a la violencia. Ha asesorado al gobierno francés en la legislación sobre esta materia, así como a los magistrados acerca de cómo detectar la manipulación perversa cuando desarrollan su trabajo. Autora, entre otros, de Acoso Moral, un libro de 1998, un libro sobre el maltrato que tuvo gran repercusión mundial. En su última obra, El abuso de debilidad, de 2012, define al mismo de la siguiente manera. Es, desde el punto de vista jurídico, el uso excesivo de un derecho que va en contra del derecho de otra persona. Tiene vocación de ayudar a víctimas, testigos y profesionales de la justicia a discernir cuándo hay manipulación y en este concepto esclarece el concepto de consentimiento. Sin más, le paso la palabra a la doctora Irigoyen y la escuchamos. Muchas gracias a todos y a todas por ser aquí. Alors maintenant, je vais parler français. Désolée, mon espagnol n'est pas assez certain. Tout d'abord, je remercie l'Association andalouse de psychothérapie et de psychanalyse. Je remercie aussi l'Institut français de m'avoir invitée. Je suis absolument ravie d'être là, d'autant qu'il fait beau et qu'en France, il fait encore un peu froid. Donc, c'est tout à fait parfait pour moi. Alors, de quoi je vais vous parler? Vous le savez sans doute, en tant que psychiatre, je m'intéresse depuis très longtemps à la violence en général, mais pas tellement à la violence visible, celle que l'on peut dénoncer facilement en allant porter plainte à la police, mais beaucoup plus au glissement d'une situation qui est normale et qui devient une situation abusive. Au fond, depuis que je travaille dans tous mes livres, c'est un peu ça que j'ai essayé de décrire. Dans le premier livre,
le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien, je montrais comment dans différents contextes, des personnes subissaient quelque chose qui était réellement de la violence, mais dont ils n'avaient pas les moyens de le dénoncer comme tel, parce que c'était très subtil et très destructeur. À la suite de la publication de ce premier livre, il y a eu un emballement médiatique, un emballement des personnes qui souffraient et qui étaient absolument ravis que quelqu'un mette des mots sur une situation qu'ils avaient vécue, mais qu'ils n'arrivaient pas vraiment dont ils n'arrivaient pas à définir les contours. Alors, j'ai reçu des centaines et des milliers de lettres, de messages. Le livre s'est très bien vendu, puisque en France, la première édition s'est vendue à 450 000 exemplaires, ce qui est beaucoup. Et il se réédite toujours en livre de poche. Et je sais qu'ici, en Espagne, ça se vend très très bien. Ça a été traduit en 28 langues. Pourquoi un tel succès ? Alors, on peut se demander, parce que finalement, je ne faisais que décrire avec mes mots des situations que j'avais entendues et que j'essayais moi de décrypter. Alors, peut-être c'est intéressant de comprendre pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce premier livre. Moi, je suis psychiatre. Je dirais de la génération du féminisme français des années 68-70, où j'ai fait mes études de médecine à ce moment-là. En même temps, je suis psychanalyste, je suis formée en thérapie systémique, j'ai différentes approches de travail thérapeutique. Et quand je décrivais ces situations où que moi, en tant que femme, je disais mais c'est pas juste là ce qui se passe, c'est pas normal, j'avais des confrères qui me parlaient du masochisme des victimes à l'époque et qui me disaient oh mais si ces personnes restent dans ces situations qui les fait souffrir, c'est qu'au fond ça doit leur plaire. Et il y avait des psychanalystes qui me parlaient de la jouissance des victimes à être victimes. Effectivement, le masochisme, ça existe. Mais moi, j'essayais d'expliquer que ce n'était pas de ça dont il s'agissait. J'essayais de montrer qu'il y avait des situations dans lesquelles on était piégé. Et si on aidait la personne à en sortir, elle n'allait pas retomber dedans. Et que nous, on devait avoir, en tant que thérapeute, on devait avoir une approche un peu soutenante pour aider ces personnes-là. Et comme j'avais du mal à me faire entendre de mes confrères, eh bien, je me suis dit, je vais écrire un livre. Et comme je pensais que c'était plus simple, j'ai pensé que c'était mieux de l'écrire avec mes mots à moi, comme pour parler à mes patients. Et je pense que c'est ça qui a marché. Alors, sans compter qu'en France, dans les langues latines, j'ai inventé le terme harcèlement moral. Pourquoi moral? Alors, je suis partie, bon, ça, maintenant on a un peu oublié puisque c'est passé dans le langage commun. Mais ce terme, je l'ai inventé parce que, en tant qu'analyste, Freud parlait, et là-dessus j'étais complètement en désaccord avec Freud, parlait du masochisme sexuel, du masochisme moral, du masochisme féminin. Faut penser que quand on est psychanalyste et freudien, Freud était avec son époque, c'est-à-dire que, au fond, pour lui, c'était un peu normal que les femmes soient des êtres fragiles qui subissent et les hommes dominants. Hein, c'était dans l'ordre des choses. Donc, il y avait déjà le harcèlement sexuel qui existait déjà dans la définition. Enfin, il y avait déjà une définition du harcèlement sexuel, même si elle n'était pas bonne. Et puis, donc, j'ai voulu parler du harcèlement moral, avec cette idée aussi
que dans les langues latines, le terme moral signifie à la fois psychologique, mais signifie également, il y a aussi une notion de bien et de mal. Et la plupart des personnes que j'avais entendues qui subissaient ce genre de situation me disaient « c'est pas bien ce qu'on m'a fait, c'est pas juste ». Et je crois que c'est là-dessus que j'ai voulu, sans verser dans des positions morales comme ça a priori, j'ai voulu analyser au fond ce glissement d'une situation qui est juridiquement sanctionnable, visiblement sanctionnable, nommée comme une violence, à une situation, à un glissement vers quelque chose qui n'est pas forcément sanctionnable immédiatement, mais qui devient quelque chose qui porte atteinte à une personne. Alors, je me rends compte avec le recul que finalement, à travers les différents livres et les différentes approches que j'ai faites, au fond, je parle essentiellement de ça. Si on reprend les livres que j'ai pu écrire, j'ai donc écrit ce premier livre qui a eu ce succès. Ensuite, puisqu'en France, ça a amené assez rapidement la promulgation d'une loi contre le harcèlement moral au travail, puisque mon livre était paru en septembre 1998 et la loi française sur le harcèlement moral au travail est parue en janvier 2002. Donc ça a été assez rapide, disons 1 an et demi après. Donc j'ai voulu écrire un livre pour préciser ce qu'était et ce qui n'était pas. Parce que je me méfie, et je pense que j'avais raison, je me méfiais des utilisations abusives d'un concept. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a un concept nouveau, on sait qu'il y a des personnes qui vont en profiter pour se servir de ce concept de façon abusive. Ensuite, je suis revenue dans un autre livre sur la violence dans le couple, qui était un point de départ sur lequel j'avais travaillé auparavant. Et j'ai écrit ce livre qui en français a été intitulé « Femmes sous emprise ». Je sais qu'en espagnol, il a été traduit « Mujeres maltratadas ». Mais c'est bien pour montrer, en fait, dans ce livre, je parle essentiellement de la violence psychologique dans le couple. Et d'ailleurs, ça n'a pas été inutile puisque la loi française a été changée en 2010 à partir de ça pour tenir compte de la loi sur la violence dans le couple, la violence dans le couple, oui, a été changée pour tenir compte de la violence psychologique et du harcèlement dans le couple. J'ai également écrit un livre sur la solitude, mais ça je vais y revenir parce que, au fond, la question que je me suis posée, c'est où on en est à notre société, qu'est-ce qui se passe dans notre société. Et puis j'ai donc écrit ce livre dont on va parler sur abus de faiblesse. Abus de faiblesse qui donc décrit bien ce glissement dans d'autres champs, ce glissement d'une situation normale à une situation abusive. Et cela m'a amené à m'interroger sur notre société actuelle. Au fond, où on en est par rapport à la violence. Si on est objectif, on pourrait dire qu'il y a moins de violence à notre époque. Ça, c'est une réalité. Il y a moins de violence objective à notre époque. Sauf qu'on est à une époque où les limites entre ce qui est normal et ce qui n'est pas normal ont complètement fondu. D'ailleurs, les psychologues et psychiatres qui sont là le savent très bien, les pathologies que nous rencontrons ne sont plus du tout les mêmes pathologies qu'il y a 30 ans. Nous ne rencontrons pratiquement plus de névrosés. De temps en temps, on en rencontre, on est content. Enfin, un névrosé. Enfin, quelqu'un de normalement névrosé. Nous rencontrons
actuellement des gens qui sont dans ce que nous appelons des pathologies narcissiques. Et parmi ces pathologies narcissiques, il y a ce qui s'appelle les états limites. Et si nous lisons les journaux, si nous sommes connectés sur nos tablettes et nous regardons ce qui se passe un petit peu dans le monde, on constate qu'il y a plein d'abus, tous les jours des abus scandaleux qu'on n'arrive pas vraiment à dénoncer, où on sent que quand même il y a quelque chose qui n'est pas juste, et pourtant, eh bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Il suffit d'avoir des bons avocats, des bons arguments, et on arrive à passer de l'autre côté de la frontière. Au fond, on est à une époque où les plus malins, ceux qui s'en sortent, ceux qui sont brillants et qui réussissent, savent passer d'un côté et de l'autre de cette frontière qui n'est pas si précise, parce que où est la limite de ce qui est normal, pas normal? Alors là, au fond, à un moment, je me suis interrogée sur qu'est-ce que la violence et à quel moment on est dans la violence. Au fond, moi, j'aurais tendance à répondre à ça qu'on est dans la violence. La violence n'existe qu'à partir du moment où elle est nommée comme telle. Je vous prends un exemple. Je reçois parfois des femmes qui me disent j'ai vécu une situation comme ci, comme ça, et puis j'ai lu votre livre, et là j'ai reconnu ma situation, et effectivement, je comprends mieux pourquoi j'étais pas bien dans cette situation. Et maintenant, je peux dire que c'est de la violence. Sauf que ces femmes-là ne le nommaient pas comme violent. Elles pensaient que c'était une fatalité quand on était femme. Il y a plein de situations comme ça. Et alors depuis j'ai été nommée expert auprès de la Cour d'appel de Paris, et je suis quelquefois amenée à donner un avis dans des situations où on se rend compte que des personnes ont été entraînées dans des abus graves, que vu de l'extérieur on dit mais comment ils ont pu accepter des choses pareilles. Et là je pense par exemple, la dernière chose que j'ai vue il y a 2 jours, c'est une situation de personnes qui ont été entraînées par un psy, moi ce que j'appelle un pseudo-psy, c'est-à-dire un psychothérapeute, sorte de gourou, qui avait amené très clairement pour obtenir de l'argent et pour avoir du pouvoir, qui avait soumis des patients, soi-disant pour les aider, mais il les avait abaissés, soumis, il leur avait pris tout leur argent et il les avait amenés à accepter des choses inacceptables. Mais ce glissement s'étant fait progressivement, et puis je vais vous dire, la justice est très embêtée par rapport à ça. Parce que où est la limite des... Vous voyez, je digresse déjà, mais vous allez voir, je vais digresser tout le temps. Désolée, je suis un peu comme ça. Oui, où est la limite de pratiques psychothérapeutiques un peu spéciales, hein, c'est normal maintenant, on fait des week-ends, c'est même plus New Age, on fait des nouvelles thérapies. Et où est la limite d'une nouvelle thérapie très efficace et une thérapie qui est je ne sais pas comment on pourrait dire, un abus de faiblesse. Où est la limite? C'est pas évident. Et donc, je précise que dans ce cas dont je parle, en fait, la justice comme angle d'approche
même s'il y avait au passage abus sexuels quand même. Mais après tout, elle était consentante. Et je vais revenir sur le consentement. Où est la limite de ce que la justice peut sanctionner? Et en fait, le seul biais pour ce genre de choses, c'est l'escroquerie. Alors, on va revenir là-dessus, si vous voulez. Alors, pour parler de la violence, je disais que ce qui est inacceptable en matière de violence varie historiquement, géographiquement. On voit qu'il y a des pays où, je ne sais pas, il y a des pays où si vous volez un truc, on vous coupe la main. Si vous trompez votre mari, vous êtes lapidé à mort, etc., etc. Donc, on voit bien que les limites ne sont pas les mêmes ailleurs. On a nos jugements. Après tout, qu'est-ce qui dit que nos jugements sont les bons? Chacun est persuadé que sa vérité est la bonne vérité. Mais on voit bien que ce n'est pas si simple. Alors on est en même temps à une époque de grand angélisme, avec une augmentation de la sensibilité à la violence. Il suffit de regarder la télévision pour voir que on nous montre beaucoup de victimes à la télévision. Dans les médias, on monte en épingle les histoires de victimes. Et on met, à mon avis un peu trop, l'accent sur comment on doit... une victime doit être reconnue en tant que victime pour pouvoir s'en sortir. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je crois qu'actuellement, on est un peu trop dans le droit des victimes qui fait que... je vous prends un exemple. Quelquefois, on me demande d'aller intervenir à la télévision à propos de tel ou tel cas, de telle ou telle situation. Et en général, les journalistes me disent « Vous n'auriez pas une victime, venez avec une victime. » Et alors je dis « Mais je n'ai pas mon sac de victimes avec moi. » Et je leur explique que les personnes qui souffrent le plus ne sont pas celles qui le montrent le plus. Et en fait, la télévision vous montre quoi? La télévision vous montre les victimes qui pleurent, qui sont dans le chose dramatique, et ça explique la situation. Et il faut faire attention parce que l'expérience montre que les personnes qui pleurent le plus ne sont pas les personnes qui souffrent le plus. Et qu'on peut tout à fait renverser une situation et se poser en victime pour pouvoir manipuler quelqu'un. Alors, il faut donc être un peu subtil. Alors, je vais entrer un peu plus dans les détails. Là, on va voir une entrée en matière, on va dire. Alors, peut-être que je vais commencer par vous parler, je vais procéder à l'envers pour vous parler du dernier livre, non, qui n'est pas le dernier livre, parce que le dernier livre, c'est une mise au point sur le harcèlement moral au travail, en France et à l'international, j'ai vu qu'il était ici. Mais je vais vous parler d'abord du livre Abus de faiblesse, en expliquant un petit peu comment se mettent en place ces manipulations et ces abus. Donc, qu'est-ce que c'est un abus? Je pense que c'est la même chose ici. On a en France le terme abus de boisson. Vous buvez un verre, ça va. Vous buvez 2 verres, ça va, encore. Ouais. 3, ça dépend comment vous êtes, ça peut encore aller. Et puis, si vous buvez un 4e verre, là, vous êtes dans l'abus. Donc, il y a un glissement. Personne ne va dire qu'à 2 verres et demi, c'est fini, vous êtes en infraction. Si vous conduisez une voiture, il y a le taux d'alcoolémie.
Mais si vous marchez à pied, jusqu'à présent, on ne va pas dire que là, c'est la limite. Eh bien, c'est pareil pour un certain nombre de situations. Alors, dans le livre à but de faiblesse, je suis partie d'un texte de loi. Décidément, je suis très avec les juristes. Hein. Je suis partie d'un texte de loi qui est en France, qui est la loi sur l'abus de faiblesse. Je sais que ça existe un peu partout dans tous les pays. Il y a des petites nuances, mais c'est à peu près la même chose. Au départ, la loi sur l'abus de faiblesse en France, c'était une loi sur l'escroquerie, uniquement. Essentiellement, comment on peut escroquer une personne âgée en manipulant la personne âgée, par exemple en lui disant « mais vos enfants ne viennent jamais s'occuper de vous, votre famille n'est pas gentille avec vous, moi je suis là, je vais vous aider, puis entre-temps faites-moi un chèque ou donnez-moi de l'argent ou bien donnez-moi vos bijoux, des choses comme ça ». En France, nous avons eu une affaire assez spectaculaire qui était l'affaire Bettencourt. Et au fond, la question, c'est où est la liberté d'une personne de donner son argent à quelqu'un d'autre qu'à ses enfants? Parce qu'il y a des enfants qui sont ingrats aussi. Hein. Alors, où est la liberté et où est, à quel moment on est dans l'abus? Eh bien, il n'y a pas une réponse. Au fond, toutes ces situations dont je vais vous parler sont des situations où il n'y a pas de réponse. En tous les cas, moi, je n'ai pas une vérité. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut que nous nous interrogions. Et le problème à notre époque, c'est qu'on ne s'interroge plus. Alors peut-être que c'est à cause de toutes nos connexions et de ce changement de la société dont on parlait, c'est que, au fond, on est dans un monde où on n'aime pas le doute. Il faut des certitudes, il faut des vérités. Mais dans des sujets comme ça, il n'y a ni certitude ni vérité, il doit y avoir un questionnement et des remises en question pour essayer de comprendre. Alors, en ce qui concerne les relations sexuelles, à quel moment on est dans quelque chose qui est réellement consenti et à quel moment on est dans quelque chose qui est abusif? Pour tous ceux qui sont thérapeutes ici, vous avez certainement entendu des femmes qui ont dit « J'ai accepté des rapports sexuels alors que j'en avais pas envie, mais mon mari était énervé et au moins ça l'a calmé. » C'est-à-dire que c'était un consentement mitigé. Hein. Est-ce que j'avais vraiment envie? Non, j'avais pas envie, mais j'ai préféré le faire pour avoir la paix. Parce que sinon, il allait me faire des histoires. Et bon. Il y a des situations qui sont beaucoup plus compliquées. Je pense à l'affaire qui s'était passée avec Julian Assange, je crois que c'est en Suède, où il a eu 2 plaintes pour agression sexuelle avec des femmes avec qui il avait des relations consenties, mais au milieu de la nuit, elles n'étaient pas très bien réveillées, donc c'était pas consenti. Bon. Il faut savoir que, alors ça nous montre encore la différence entre la Suède où ma foi, on est très très strict sur ce genre de choses, et puis d'autres pays où on dirait, bon, ok, après tout, elle avait accepté d'être dans le même lit, elle avait accepté d'avoir des relations sexuelles, un truc de plus, un de plus ou un de moins, c'est pas très 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 grave. Donc en fait, ça c'est aussi un questionnement. Alors, je pense que ces notions au niveau de la sexualité sont des notions qui ont beaucoup évolué, en particulier nous en France, à la suite de la loi sur le harcèlement moral en 2002. On avait changé la loi sur le harcèlement sexuel
Et puis, il y a eu des protestations parce que cette loi le texte n'était pas suffisamment défini. Et donc, il y a eu récemment un changement de la loi sur le harcèlement sexuel. Au fond, là, je dirais, il faut qu'il y ait du débat là-dessus pour essayer de comprendre à quel moment ça se passe. Je pense à un livre d'Elisabeth Badinter, qui est un peu connue partout pour ses positions féministes, et qui avait dit, mais enfin, quand votre supérieur hiérarchique vous harcèle sexuellement, vous n'avez qu'à lui donner une paire de claques, et puis c'est réglé. Et si vous n'êtes pas content de votre mari, eh ben, vous n'avez qu'à divorcer, et c'est très simple. Mais moi, je tente à penser qu'Elisabeth Badinter, qui est une dame qui a certaines positions et qui a surtout beaucoup d'argent et qui n'est pas tout à fait dans la réalité du terrain, je crois qu'elle ne s'est jamais trouvée dans la position où elle risquait de perdre son travail parce qu'elle aurait donné une paire de claques à son supérieur hiérarchique. Est-ce qu'on le fait? Je crois qu'on est piégé déjà. Si on est... Je vous prends un exemple d'une de mes patientes. Vous voyez, je continue à digresser. Ce n'était pas du tout dans l'ordre dans lequel je voulais parler, mais ça ne fait rien. Je vous prends l'exemple, j'ai une patiente qui a un travail important dans une très grande compagnie du secteur esthétique. Et elle est directrice financière dans cette compagnie. C'est un poste très important et elle a comme supérieur hiérarchique quelqu'un qui est à quelques années de la retraite et qui, en permanence, lui fait des déclarations d'amour, essaie de l'embrasser dans les coins, la prend dans ses bras, etc. Cette femme dit « je ne vais pas faire un scandale avec ça, parce que si je fais un scandale, il va avoir des ennuis, il va se faire virer. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. » Donc, elle passe son temps à esquiver. Le problème qui s'est passé, c'est que une de ses subordonnées, une de ses collaboratrices, qui a bien vu, parce que tout le monde a vu qu'il la poursuit un peu partout, une de ses collaboratrices a commencé à lui faire à elle du harcèlement moral, parce qu'elle ne la supportait pas, parce qu'elle était jalouse, ce qu'on peut comprendre. Et donc on se retrouve avec une équipe où il y a des histoires entre les personnes, avec du harcèlement moral incontestable, et un harcèlement sexuel qui n'est pas nommé, qui officiellement n'existe pas. Et cette patiente qui vient me voir et qui me dit « moi je ne veux rien dire. Je veux bien parler du harcèlement moral que me fait ma collaboratrice, mais je ne veux pas parler du harcèlement sexuel que me fait mon supérieur hiérarchique. » Elle me dit, pour essayer d'esquiver, elle me dit de toute façon, dans quelques années, il sera à la retraite, et donc, il y aura quelqu'un d'autre, et je serai tranquille. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette situation. Comment vous régleriez ça? Vous voyez, je vous laisse sur ces interrogations. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas vous apporter de réponse, je vais vous apporter les interrogations. Mais pour vous expliquer que les situations sont souvent très intriquées, avec beaucoup de non-dits. Et alors ça va m'amener, mais j'avais dit que je ne parlais pas aujourd'hui du harcèlement moral au travail, mais vous voyez qu'on tourne autour quand même. Je crois que ce qui est extrêmement important, c'est d'essayer de comprendre que de toute façon, plus on parle, plus on s'exprime, plus on dit les choses très très tôt, et mieux on peut changer les situations. À partir du moment où on accepte une situation, on est piégé. À partir du moment où on n'a pas dit d'emblée que cette situation ne convenait pas, eh bien, on devient complice. Et quand on est complice, on n'ose pas dire ce genre de situation.
Parce que pourquoi je dirais aujourd'hui que cette situation ne me convient pas, puisque ça fait 2 ans que ça dure, et ça fait 2 ans que j'accepte, que je m'en accommode, ou que je suis bien content peut-être. Donc ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Et c'est à partir de ça que l'on est dans ce genre de situation que je décris. Le point commun de toutes ces situations de violence perverse dont je parle, le point commun, c'est que ça vous rend complice de ce qui se passe. Et qu'à partir du moment où vous êtes complice, vous ne pouvez plus vous défendre. Enfin, ça devient compliqué. Et en même temps, vous êtes piégé par la honte et par une situation qui est une situation humiliante. Alors, c'est la même chose avec le harcèlement moral au travail. Et je vais quand même vous en parler un peu, même si j'avais dit que je n'allais pas en parler. J'étais, il y a 2 jours, à un débat avec des DRH parce que, incontestablement, il y a de plus en plus de souffrance un peu partout sur les lieux de travail. Et pas uniquement en France, hein, dans tous les pays. Pour ceux qui ont l'occasion de lire mon dernier livre là-dessus, c'est dans tous les pays du monde, y compris dans les pays asiatiques qui découvrent ça, les pays latins, un peu, vraiment partout. Alors, une des discussions que j'avais avec certaines personnes qui travaillent sur ces sujets était que peut-être la différence qu'il y a entre le harcèlement moral au travail et le stress et le burn-out, cette différence, c'est peut-être que dans le harcèlement moral au travail, ça amène de la honte et de l'humiliation et des conséquences sur la santé qui ne s'effacent pas comme ça, avec du stress post-traumatique, avec des troubles psychosomatiques importants, parce que tout ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots, eh bien c'est le corps qui l'exprime. C'est le corps qui encaisse. Alors je vais revenir sur mes notions d'abus. Au fond, comment on arrive à abuser quelqu'un? Comment on arrive à mettre quelqu'un sous emprise? Parce que c'est de ça dont il s'agit, au fond. Que ce soit dans une histoire de famille, entre parents et enfants, entre conjoints, pour les personnes âgées, que ce soit dans une histoire de gourou ou de pseudo-psy, ou que ce soit au travail, pour pouvoir amener quelqu'un à accepter quelque chose que la personne n'accepterait pas spontanément, eh bien, il faut la mettre sous emprise. Alors, comment ça marche? On va prendre l'exemple de... Allez, on va prendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, puisque c'est un dernier cas que j'avais, de ces personnes qui sont allées voir un psy. Hein, et il s'est avéré que le psy en question était quand même un gourou, on va dire. La première chose pour mettre quelqu'un sous emprise, c'est de repérer une vulnérabilité. Au fond, toutes ces personnes-là arrivent à sentir la faille de la personne qui est en face d'eux. Or, nous sommes des humains, nous avons tous des failles. Il ne faut pas me dire, en général, quand on voit ça, des histoires comme ça de l'extérieur, on dit, mais enfin moi, ça ne m'arriverait pas, enfin je suis quelqu'un de bon sens, je suis intelligent, j'ai du bon sens, etc. Je suis libre. Eh bien, il faut savoir que plus on est libre, plus on se croit libre, et plus on est vulnérable à la manipulation.
En fait, il ne faut pas rêver, nous sommes tous manipulés dans notre société. On est formaté par les médias qui vous disent ce qu'il faut penser. Les journaux vous disent il faut s'habiller comme ci, comme ça, il faut être comme ci, ou il faut penser comme ça. Hein, on vous dit un peu comment il faut être. Et si vous voulez être à peu près intégré dans la société, ben vous vous y conformez. Et ne rêvons pas, nos enfants, c'est encore plus pire que nous. Les plus jeunes sont encore plus vulnérables. Ils sont connectés en permanence, ils dépendent du regard des autres, et donc ils sont vulnérables à la manipulation. Alors donc celui qui veut manipuler, il se sert donc d'une faille que nous avons, qu'il a repérée, et ensuite il fait marcher la séduction. On séduit. Alors, en fonction de la personne qu'on a en face de soi, on va jouer sur le registre qui convient. On va s'adapter. Et au fond, les meilleurs manipulateurs sont des caméléons. Des caméléons qui savent séduire, plaire. J'ai un ami qui a rencontré au Québec le grand escroc québécois. Ce grand escroc québécois, qui était cherché par la police internationale, mais mon ami ne le savait pas, il a rencontré cet homme et il me dit, mais c'était l'homme, il n'était pas beau, il avait rien d'extraordinaire, mais c'était l'homme le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Il était disponible, et il dit, plutôt que de parler d'abus de faiblesse, je parlerai d'abus de sympathie. Il était éminemment sympathique. Jusqu'au moment où il s'est un peu rendu compte qu'il y avait des trucs avec les cartes bleues quand même. Et si ça vous intéresse, vous le lisez, parce que je le raconte dans le livre Abus de faiblesse. Et il se trouve que ce monsieur, l'escroc en question, je suis allée voir moi sur Internet, il a réussi à escroquer les grands sportifs internationaux, parce qu'il allait essentiellement dans les compétitions sportives. Donc il a escroqué un certain nombre de grandes tennisman ou tenniswoman, il a escroqué beaucoup. Et puis, alors il y a une interview, j'ai entendu une interview à la radio de lui, parce qu'il plaît, cet homme, cet escroc, plaît également aux médias, parce qu'il parle très bien, il est très séduisant, charmant et tout. Et il expliquait qu'il avait changé de tactique, qu'il préférait maintenant escroquer les petites gens que les gens très fortunés, que ça demandait plus de travail parce qu'il fallait plus de petites escroqueries, mais que les petites gens ne prenaient pas des grands avocats pour les défendre, et que donc il se retrouvait donc, parce qu'il a fait de la prison quand même, il se retrouvait donc avec moins d'ennuis en escroquant des petites gens. Et au bout du compte, c'est le même résultat, hein, puisqu'au bout du compte, ce qui importait, c'était de gagner de l'argent. Mais je vous ramène un peu à notre société. Si on reprend... Là aussi, je vous suggère de lire les journaux. Si on reprend l'affaire Madoff, au fond, il a escroqué combien de personnes? Et ça marchait. Finalement, il n'a pas eu tellement d'ennuis. Si, il a eu des ennuis à la fin. Mais les banquiers qui étaient derrière, combien de banquiers ont fait des choses? Là, je vais peut-être dire des choses... pas politiquement correct, mais je me lâche. Combien de banquiers ont escroqué des gens et se retrouvent avec pas tant d'ennuis? En France, nous avons un banquier, que je ne nommerai pas, mais enfin on peut le reconnaître, qui a quand même coulé une banque française, une banque belge, et qui est parti avec un parachute doré, très doré. Et il a été auditionné à l'Assemblée nationale pour lui demander des comptes quand même.
parce que nous remboursons l'argent qu'il a coulé, nous remboursons avec nos impôts. Eh bien, il a pris un air navré, désolé, etc. Et qu'est-ce que vous croyez qu'il a fait pour être sûr qu'on ne lui pique pas son fric qu'il a reçu? Je précise, le monsieur en question, le banquier en question dont je parle, c'était dans tous les journaux, alors qu'il a été reconnu qu'il avait fait des fautes professionnelles, qu'il avait donc coulé 2 banques, ou plusieurs banques, fait des mauvais investissements, c'est de l'escroquerie quand même. Eh bien, il touche d'un côté, si je ne me trompe pas, oui, 60 000 € par mois, plus 40 000 € par mois, autant que si je sais compter, ça fait 100 000 € par mois, de retraite, chapeau, en plus de ce qu'il touche de sa retraite normale. Je trouve que ça fait beaucoup d'argent. Eh bien, ce monsieur n'a pas tant d'ennuis que ça. Il a été auditionné, bon, d'accord, mais c'est tout. On a dit que c'était pas bien, il y a eu de la désapprobation. Donc, vous voyez, je suis en train de vous expliquer que, au fond, notre société amène à de plus en plus de tolérance par rapport aux abus. Mais je vais y revenir après. J'étais en train d'expliquer comment on mettait en place l'emprise. Alors, l'emprise, on repère, voilà, celle-là, elle a telle faille, je vais y aller là. Il faut que je joue ce jeu-là pour que ça marche bien. Ensuite, on va séduire. Ensuite, si on veut que la personne ne se défende pas trop, on va l'isoler. On va l'isoler de sa famille, on va l'isoler de ses amis. Et une des façons d'isoler, c'est de médire. Dire du mal de quelqu'un, dire du mal de la famille. Suggérer, par exemple, oh bah tu sais, quand t'es pas là, ta famille, ils disent du mal de toi. Oh, puis alors, tes amis, finalement, tu croyais que c'était des bons amis, mais pas du tout. Puis, franchement, ils sont pas à ton niveau. Tu as vu comment ils sont. Donc, on casse les liens. Une fois qu'on a isolé la personne, on sait